Bon, maintenant, un vent de fraîcheur. Nous allons accueillir Cécile Leménien, qui est une comédienne aixoise, qui a reçu le prix Jeune Talent en 2008 à Paris. Alors, Cécile va vous présenter ce qu'elle va vous dire. Cécile. Bonjour. Alors le premier texte que je vais lire ce matin, c'est un montage d'extraits du discours de Stockholm que Alexandre Solzhenitsyn a prononcé lorsqu'il a pu récupérer son prix Nobel en 1974, prix Nobel qui lui a été attribué en 1970 mais qu'il n'avait pas pu aller chercher à l'époque. La conviction profonde qu'entraîne une vraie œuvre d'art est absolument irréfutable. Et elle contraint même le cœur le plus hostile à se soumettre. On peut parfaitement composer un discours politique apparemment bien fait, écrire un article convaincant, concevoir un programme social ou un système philosophique en partant d'une erreur ou d'un mensonge. Dans ce cas, ce qui est caché ou déformé n'apparaît pas immédiatement. Un discours, un article ou un programme exactement contraire et un système philosophique construit d'une façon entièrement différente rallieront l'opposition. Et ils sont tout aussi bien construits, tout aussi convaincants. Ce qui explique à la fois la confiance et la défiance qu'ils provoquent. Mais une œuvre d'art porte en soi sa propre confirmation. Si la pensée est artificielle ou exagérée, elle ne supporte pas d'être portée en image. Tout s'écroule, semble pâle et terne et ne convainc personne. En revanche, les œuvres d'art qui ont cherché la vérité profonde et nous la présentent comme une force vivante s'emparent de nous et s'impose à nous, et personne, jamais, même dans les âges à venir, ne pourra les réfuter. Les artistes peuvent accomplir ce miracle. Ils peuvent surmonter cette faiblesse caractéristique de l'homme qui n'apprend que de sa propre expérience, tandis que l'expérience des autres ne le touche pas. L'art transmet d'un homme à l'autre. Pendant leur bref séjour sur la terre, tout le poids d'une très longue et inhabituelle expérience, avec ses fardeaux, ses couleurs, la sève de sa vie, il la recrée dans notre chair et nous permet d'en prendre possession comme si elle était nôtre. Et plus encore, les pays et les continents répètent les fautes des autres avec des intervalles de parfois plusieurs siècles. Dans ce cas, tout devrait être clair, mais non. Ce que certaines nations ont déjà rejeté est brusquement découvert par d'autres qui le considèrent comme le dernier cri. Là encore, le seul substitut à l'expérience que nous n'avons pas acquis, est l'art, la littérature. Ceux-ci possèdent un merveilleux pouvoir. Au-delà des différences de langue, de coutumes, de structure sociale, ils peuvent transmettre l'expérience de toute une nation à une autre. Ils peuvent faire connaître à une nation novice la pénible épreuve d'une autre, s'étendant sur des dizaines d'années, lui évitant ainsi de suivre une route inutile ou erronée, ou même désastreuse, abrégeant ainsi les sinuosités de l'histoire de l'humanité. La littérature transmet encore l'expérience d'une autre façon, d'une génération à l'autre. Elle préserve ainsi son histoire et ranime sa flamme sous une forme pure de toute déformation ou calomnie. C'est ainsi que la littérature, avec le langage, protège l'âme d'une nation. Mais
Malheur au pays dont la littérature est menacée par l'intervention du pouvoir. Car il ne s'agit plus là seulement d'une violation du droit d'écrire. C'est l'étouffement du cœur d'une nation, la destruction de sa mémoire. La nation cesse d'être attentive à elle-même, elle est dépossédée de son unité spirituelle et, en dépit d'un langage supposé commun, ses citoyens cessent brusquement de se comprendre les uns les autres. Des générations silencieuses vieillissent et meurent sans s'être adressé la parole. Et même, dans certains cas, lorsqu'il résulte d'un tel silence que l'ensemble des faits historiques cesse d'être compris, c'est un danger pour l'ensemble de l'humanité. Que peut la littérature contre la ruée sauvage de la violence? Mais n'oublions pas que la violence ne vit pas seule, qu'elle est incapable de vivre seule. Elle est intimement associée par le plus étroit des liens naturels au mensonge. La violence trouve son seul refuge dans le mensonge, et le mensonge son seul soutien dans la violence. Tout homme qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle. Au début, la violence agit à ciel ouvert, et même avec orgueil. Mais dès qu'elle se renforce, qu'elle est fermement établie, elle sent l'air se raréfier autour d'elle, et elle ne peut survivre sans pénétrer dans un brouillard de mensonges. Les déguisant sous des paroles doucereuses, elle ne tranche pas toujours, pas forcément les gorges. Le plus souvent, elle exige seulement un acte d'allégeance au mensonge, une complicité. Et le simple acte de courage d'un homme simple est de refuser le mensonge. Que le monde s'y adonne, qu'il en fasse même sa loi, mais sans moi. Les écrivains et les artistes peuvent faire davantage. Ils peuvent vaincre le mensonge. Dans le combat contre le mensonge, l'art a toujours gagné. Et il gagnera toujours, ouvertement, irréfutablement, dans le monde entier. Le mensonge peut résister à beaucoup de choses, pas à l'art. Et dès que le mensonge sera confondu, la violence apparaîtra dans sa nudité et dans sa laideur. Et la violence, alors, s'effondrera. C'est pourquoi, mes amis, je pense que nous pouvons aider le monde en cette heure brûlante. Non en nous donnant pour excuse de ne pas être armés, non en nous adonnant à une vie futile, mais en partant en guerre. Les Russes aiment les proverbes qui ont trait à la vérité. Ceux-ci expriment de façon constante et parfois frappante la dure expérience de leur pays. Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. Alexandre Solzhenitsyn. Quel bel hommage à Alexandre Solzhenitsyn d'être repris par la jeunesse française. Merci Cécile.